Merci à tous de m'écouter. Je vais vous présenter mon programme de recherche en sciences comportementales qui tourne autour des fausses informations, des théories du complot et des fake news, un peu comme on peut les appeler. Et donc voilà, moi je fais des sciences comportementales. Je viens de la sociologie, ensuite j'ai fait des sciences cognitives, mais disons qu'on peut appeler ça juste des sciences sociales un peu expérimentales. Et donc ce que je vais faire ici, c'est juste aller à l'encontre un peu de certaines idées reçues qu'on a sur les fausses informations et leur impact. La première, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations. Et ici, j'utilise le terme mésinformation, c'est un terme un peu académique qu'on utilise pour dire un peu toutes les informations un peu fausses, trompeuses. C'est un terme un peu vague, général, mais qui est assez utile dans la recherche et qui est un peu différent de désinformation. Désinformation, c'est quand les fausses ou les informations trompeuses sont partagées avec l'intention de nuire. Ici, on est un peu agnostique, on dit juste, bon voilà, c'est faux ou trompeur, et hop, c'est de la mésinformation. Donc la première chose que j'aimerais dire, c'est que depuis 2016, il y a eu l'élection de Donald Trump, le Brexit, etc. Et il y a eu beaucoup de peur vis-à-vis des fausses informations. On dirait qu'il y en a plein. Et comme l'a bien dit Eric, par exemple, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand on est sur les réseaux, on se dit, on en voit plein. Donc on se dit, ah, il doit y avoir plein de gens qui croient ces choses-là. Et je vais montrer que la littérature scientifique a fait pas mal d'avancées là-dessus et qu'en fait, il y en a moins que ce qu'on pense. Je vais donner un exemple sur lequel j'ai travaillé pendant mon postdoc à Oxford, c'est celui de l'infodémie. Pendant le Covid-19, il y avait cette idée qu'il n'y a pas seulement une pandémie, mais aussi une infodémie. C'est-à-dire qu'il y a plein de fausses informations. Et pendant mon postdoc, on a décidé de quantifier ça. Donc on a regardé dans 4 pays les sources d'informations vers lesquelles les gens se sont tournés entre à peu près 2017 et 2021, en regardant les sites sur lesquels ils consultent sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, ainsi que les types de pages avec lesquelles ils interagissent sur Facebook. Ensuite, on a utilisé NewsGuard pour un peu avoir une idée de à quel point ces sources sont fiables. Donc, pour vous donner une idée, c'est une entreprise assez fiable qui note la fiabilité de sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle note 4000 sources dans plusieurs pays. Et donc, pour vous donner une idée, des sources comme Le Monde ou France Info, c'est considéré comme extrêmement fiable. C'est un score à peu près entre 80 et 100. Alors que d'autres sources comme Des Motivateurs, Russia Today, Santé Plus Mag, etc., sont considérées comme vraiment pas fiables et ont un score plutôt dans le rouge. Et pareil, par exemple, la BBC, le New York Times, etc., sont considérés comme des sources extrêmement fiables. Donc, c'est pas un indicateur parfait, mais c'est quand même un bon indicateur parce que c'est des sources qui ont tendance à partager des informations qui sont plutôt vraies et plutôt fiables. Et donc là, je vais vous montrer l'évolution de la consommation d'informations en France depuis 2017 et 2021. Donc plus c'est vert, plus c'est fiable, plus c'est rouge, moins ça l'est en gros. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que en mars 2020, quand l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'il y avait une pandémie, il y a eu une augmentation très forte de la consommation d'informations. C'est la plus forte sur tout le jeu de données qu'on a, et qu'elle a principalement bénéficié aux sources d'informations les plus fiables, donc en vert clair ou vert foncé. Et en fait, on voit ce pattern dans tous les pays qu'on a regardés. On le voit aux États-Unis, en Angleterre, en France et en Allemagne. On a aussi regardé les interactions sur Facebook, et là, c'est beaucoup plus sale, notamment parce qu'en fait, il peut y avoir des outliers, il peut y avoir certains posts avec 100 000 likes, d'autres avec 20, etc. Donc, c'est plus sale. Mais en général, on voit par exemple que dans des pays comme la France et les États-Unis, il y a beaucoup plus d'interactions avec les sources peu fiables sur Facebook que sur les sites web. Mais on voit que dans la plupart des pays, les sources fiables comme le New York Times, la BBC, France Info, etc., dominent quand même et qu'il y a eu une petite augmentation pendant la pandémie. Et ça, c'est juste un aperçu de certains articles scientifiques qui ont été publiés depuis 2016 pour essayer d'estimer la prévalence des fausses informations. Donc, il y a plein de méthodes différentes. La plupart se basent soit sur les sites sur lesquels les gens vont, soit sur des données Facebook ou Twitter. La plupart sont aux États-Unis, mais il y a eu des avancées, notamment en Europe, mais ça reste des pays un peu de l'Ouest et du Nord. Et toutes ces études vont dans la direction de montrer que, ah ben en fait, il y en a très peu. Et il y a même une étude, par exemple, sur la désinformation russe sur Twitter. Et toutes ces études, elles montrent qu'en fait, il y en a moins que ce qu'on pense. Et aussi qu'il y a une toute petite minorité de gens très actifs et très vocaux qui partagent et consomment la plupart des fausses informations qu'on voit en ligne. Donc, encore une fois, comme disait Eric, c'est totalement vrai que si on va sur Internet, on peut voir tout un tas d'idées farfelues, mais en fait, c'est pas forcément représentatif de ce que les gens pensent sur ces réseaux sociaux, parce qu'il y a une grande majorité qui est plutôt modérée, qui s'exprime très peu et qui va pas rentrer dans tous ces débats, qui va pas parler de politique ou pas parler de toutes ces choses-là, ou de santé, choses-là. Et j'aimerais aussi, quand on parle des fausses informations, etc., il faut remettre en contexte la consommation d'informations et d'actualité en soi. Et on sait par exemple qu'en France, les internautes consacrent en moyenne moins de 5 minutes par jour à la consommation d'informations en ligne, ce qui représente moins de 3% du temps qu'ils passent
sur Internet. Et encore une fois, il y a une minorité de gens qui passent extrêmement longtemps à consommer des informations et à s'informer sur ces choses-là. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont moyennement intéressés et qui passent pas énormément de temps à consommer des informations sur Internet. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en consomment pas par d'autres moyens comme la télé, mais quand on parle des fausses informations, souvent on pense à Internet, aux réseaux sociaux, etc. Et je pense qu'il faut recontextualiser qu'en fait, bon, bah, la consommation d'actualité sur les réseaux sociaux et sur Internet, elle augmente, etc., mais elle est quand même assez faible. Je vais passer ça. Donc ça m'amène à penser que nombreux sont ceux qui ont des croyances fausses, non pas parce qu'ils ont été exposés à des fausses informations, mais simplement en fait parce qu'ils n'ont pas été exposés à des informations fiables, parce qu'ils ne sont pas forcément assez intéressés ou qu'ils n'ont pas le temps. Et étant donné la faible prévalence des fausses informations, les interventions qui sont contre les fausses informations en soi, elles vont avoir tendance à avoir des petits effets, surtout comparé à des interventions qui viseraient à augmenter, par exemple, l'acceptation ou la consommation des informations fiables. Et là, je vais vous montrer une étude que j'ai menée où on a essayé de faire ça, en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des participants en France et en Allemagne qui utilisent WhatsApp ou Instagram. Ensuite, il y a des participants qu'on a mis qu'on a randomisé dans un groupe traitement. Dans le groupe traitement, en fait, on leur a demandé de suivre des sources d'informations fiables comme France Info et Hugo Décrypte pendant 2 semaines. Et dans le groupe contrôle, on leur a demandé de suivre des sources qui n'étaient pas des sources d'informations. En France, c'est par exemple Marmito ou Allociné. Et en fait, le but, c'est de voir est-ce qu'on peut un peu motiver la consommation d'informations fiables sur les réseaux sociaux et quel est l'effet de cette consommation. On avait des mesures de compliance, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est 2 comptes pendant 2 semaines sur les réseaux sociaux avec un groupe contrôle et un traitement. Les résultats sont les suivants. Je vais vous montrer les résultats ensemble pour que ce soit plus simple. On a mesuré à quel point les gens avaient des connaissances dans les news et suivre ces 2 groupes pendant 2 semaines, ça a un peu augmenté la connaissance qu'ils avaient de l'actualité. Donc ils étaient un petit peu plus informés. Ils étaient aussi plus au courant des vraies news qui circulaient pendant ce temps-là. Donc on leur demandait est-ce qu'ils avaient vu cette news ou pas. Et donc les gens qui étaient dans le groupe traitement, qui avaient suivi ces comptes, étaient plus au courant, mais pas des fausses informations. Et on leur a aussi demandé est-ce que vous pensez que c'est vrai. Donc on leur a monté des actualités qui ont circulé dans l'actualité, on leur a demandé est-ce que c'est vrai. Et oui, les gens qui ont suivi plus les actualités, donc à qui on a demandé de suivre 2 comptes sur Instagram et WhatsApp, ont plus accepté les vraies informations, mais pas les fausses informations. On leur a demandé est-ce qu'ils se sentaient plus informés, et non, les gens ne se sentaient pas plus informés, et ça va un peu à l'encontre de certaines études passées qui montraient qu'en fait, plus les gens s'informent sur les réseaux sociaux, plus ils pensent être informés sans être vraiment informés. Nous, on trouve l'inverse. Avec notre expérience, on montre qu'en fait, bon, bah, les gens sont un peu plus informés, mais ils ne se sentent pas plus informés. Et tous les traitements ont augmenté la confiance dans les news. Donc tous ces gens-là qui ont suivi Hugo Décrypte, France Info et ses chaînes allemandes ont ensuite fait plus confiance aux journalistes et aux news en général et à ces chaînes particulières. Et ces effets sont assez forts. Et ça, c'est une quote d'un participant français qui dit c'est un sondage utile pour moi qui ne suit pas trop les news. Je vais suivre un des 2 comptes pour rester un petit peu informé. Et je trouve que ça montre assez bien la mentalité qu'ont beaucoup de gens par rapport à l'actualité. C'est bon, bah, je ne suis pas trop l'actualité. 2 comptes, c'est peut-être un peu trop, mais un, ça va être le minimum. Et comme ça, je vais au moins savoir un peu ce qui se passe. Et la conclusion de l'étude, c'est que les actualités diffusées sur les réseaux sociaux, quand elles sont de bonne qualité, peuvent aider en fait les gens à être un peu plus informés, plus perspicaces et faire davantage confiance aux sources d'information, ce qui je pense est une bonne nouvelle. Le deuxième grand axe que j'aimerais aborder, c'est que les gens ne sont pas crédules. On a souvent tendance à penser que le problème des fake news, de la mésinformation, bon, bah, c'est les autres, la désinformation, c'est les autres, la propagande, c'est les autres. Et on a un peu souvent tendance à penser qu'il y a une masse de la population qui est un peu facile à influencer, etc. Et mes travaux vont à l'encontre de ça. Et pour ça, je vais vous présenter une méta-analyse que j'ai réalisée avec Yann Funder. Ce qu'on a fait, c'est que depuis 2016, il y a énormément d'études qui ont exposé des participants à des informations qui étaient vraies ou fausses, qui ressemblent un peu à ça, avec un format Facebook, par exemple, ou Twitter, etc. Et en leur demandant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Donc on leur dit pas si c'est vrai ou faux, on leur montre plein d'informations et les gens doivent juste dire oui, vrai, faux, etc. Et nous, on a fait une méta-analyse de toutes ces études pour voir à quel point les gens étaient capables, en contexte expérimental, sans aucun contexte par ailleurs, etc., étaient capables de faire la différence entre les vraies et les fausses informations. On a méta-analysé 67 papiers, c'est à peu près 200 000 participants dans 40 pays, même si évidemment la plupart de ces études viennent quand même des États-Unis. Et on a une mesure très simple de discernement qui est juste la différence entre à quel point les gens jugent les vraies informations vraies et à quel point ils jugent les fausses informations vraies. En gros, juste les meilleurs ils sont à discerner, le mieux ils sont. Et ce qu'on trouve, c'est que dans la grande majorité des études, donc 298 effets sur 303, les personnes ont jugé les informations vraies beaucoup plus vraies que les informations fausses. Et c'est un effet qui est vraiment très important.
Et on a regardé aussi en mode, est-ce qu'il y a des types d'informations que les gens avaient plus du mal à discerner que d'autres? Et on voit que, par exemple, dans le domaine politique, il y a un petit peu plus de difficultés que dans le domaine, par exemple, du Covid. Parce que les gens, je pense qu'il faut se rappeler, étaient extrêmement intéressés et informés pendant le Covid. Et qu'en politique, il peut plus y avoir des biais de raisonnement, etc. Donc les gens étaient un peu meilleurs, par exemple, à discerner les news sur le Covid que sur la politique. Et on a aussi essayé de quantifier l'erreur que les participants faisaient. Donc en bleu, c'est à quel point les participants notaient les fausses informations comme vraies ou fausses, et en jaune, les vraies informations. Donc on voit que c'est deux groupes bien distincts, donc que les gens arrivent à discerner en moyenne ces informations. Mais évidemment, c'est pas optimal. Idéalement, on aimerait que les gens notent 100% des vraies informations comme vraies et 100% des fausses informations comme fausses. Donc on a essayé de quantifier ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, ce qu'on montre, c'est que dans 2 tiers des effets, les participants ont commis légèrement plus d'erreurs sur les informations véridiques que sur les informations fausses. En gros, les gens ont plus tendance à dire qu'une information vraie est fausse que l'inverse. Donc les gens ont un peu plus tendance, en moyenne, dans ces études, à être sceptiques que crédules. L'effet est beaucoup plus faible que le discernement, donc les gens discernent très bien, mais ils ont tendance à être sceptiques. Le résumé, c'est que les gens peuvent distinguer les vraies informations des fausses et tendent à être un peu plus sceptiques que crédules. Et c'est bien illustré par les mots de ce participant qui justifiait pourquoi il avait rejeté une vraie information. Pardon. Il dit « Je préfère ne pas croire quelque chose qui est vrai plutôt que de croire quelque chose qui est en réalité faux ». Et c'est un peu intuitif que, par exemple, si je suis un peu sceptique d'un article du Monde ou du New York Times, on va dire oh, bah, Sacha, il est un peu sceptique, peut-être un peu cynique. Alors que si je tombe pour une fake news ou quelque chose comme ça, je vais apparaître un peu stupide. Et donc les gens ont un peu tendance à avoir ce réflexe de oh, je suis un peu, je fais attention. Et j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de sondages qui montrent que les gens sont sceptiques de la presse, malheureusement, font peu confiance à la presse et ils font encore moins confiance aux informations qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Et je pense que des implications sur comment est-ce qu'on pense le combat un peu des fausses informations, c'est qu'il y a plus de marge pour améliorer la confiance dans les sources fiables que pour réduire la confiance dans les sources douteuses. Et au-delà d'essayer de rendre les gens plus critiques, qu'ils ne le sont déjà, c'est bien de rendre critiques, mais il serait aussi judicieux d'essayer de les amener à faire davantage confiance aux sources d'informations qui sont fiables. Et par exemple, c'est une petite étude qu'on a fait où on a essayé de faire ça. C'est-à-dire que vous avez peut-être vu ce genre de conseils, ça a beaucoup été utilisé par Facebook ou ces plateformes. Quand on se connecte, ils nous disent faites attention à ce que vous voyez en ligne. Et c'est des types de petits conseils, un peu d'éducation aux médias, vraiment très simples. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces conseils, ils sont orientés de manière critique et négative en disant aux gens faites attention, il y a des choses fausses. Et nous, on s'est dit mais qu'est-ce qui se passerait si on disait aux gens de faire confiance en redisant oh bah, rappelez-vous que bon, il y a des journalistes qui font leur travail et que ça mérite de leur faire confiance, etc. Donc on a essayé de reframer un peu de manière positive ces conseils d'éducation aux médias. Et on a aussi fait une version qui est un mix entre les deux, où on dit aux gens, bon, bah, faites attention, il y a des choses fausses, mais n'oubliez pas de faire confiance aux journalistes, aux médias, etc. Et on a comparé ça à un groupe contrôle. Et ce qu'on trouve, c'est que ceux qui ont été exposés au type qui étaient sceptiques sont devenus plus sceptiques des fausses informations, mais pas des vraies. Ceux qui ont été exposés au type pour augmenter la confiance ont fait plus confiance aux vraies informations, mais pas aux fausses. Et le mixte, ça a eu un petit effet sur les deux. Et donc, ce qui nous fait dire qu'il faudrait que ces conseils d'éducation aux médias trouvent une juste balance entre augmenter le scepticisme vers les fausses informations, mais aussi ne pas oublier d'augmenter la confiance dans les vraies informations. Et ça, c'est pas une panacée, ça va pas révolutionner le monde, mais c'est juste un tout petit truc que, par exemple, ces plateformes-là pourraient faire si elles le voulaient. Et le troisième point, qui est assez important, je pense, c'est que la mésinformation, donc les fausses informations, sont très souvent un symptôme de problèmes plus profonds. Et il y a des données, par exemple, qui suggèrent que les gens sont motivés pour consommer, croire et partager des fausses informations. Il ne faut pas oublier que les gens s'exposent de manière sélective aux informations. Les gens recherchent activement les fausses informations et les utilisent pour se définir. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler, par exemple, des métaphores un peu passives comme ah, les gens ont été influencés par l'algorithme, ils sont tombés dans le trou du lapin, etc. Mais il ne faut pas oublier que les gens ont quand même un certain niveau d'agentivité. Et évidemment que les algorithmes ont un effet, mais c'est un effet qui est assez subtil et qui interagit avec l'agentivité des gens et avec ce qu'ils font, avec leur volonté. Et donc, il ne faut pas oublier que, par exemple, quand les gens allument la télé, ils choisissent, encore une fois, la chaîne qu'ils utilisent, ils choisissent le réseau social qu'ils utilisent, ils choisissent tout ça. Et dans la littérature sur les fausses informations, c'est très important parce qu'on se rend compte que, par exemple, les gens qui vont sur 4chan, qui vont sur Telegram ou des plateformes où il y a plus de fausses informations, ils le font parce qu'ils ont des attitudes préalables qui les prédisposent à aller vers ce genre de choses.
Et par exemple, les personnes ayant une opinion très défavorable des vaccins sont 9 fois plus susceptibles de consulter des sites web sceptiques à leur égard que celles ayant une opinion très favorable. Donc en gros, il ne faut pas oublier qu'il y a un effet évidemment de l'exposition aux fausses informations, aux algorithmes, etc. Mais il ne faut pas oublier que les attitudes préalables des gens sont, je pense, une plus grande partie du problème. On sait que les gens croient et partagent de la mésinformation, notamment parce qu'en fait, ils sont en colère contre le gouvernement, ils ont un certain ressentiment, et c'est vraiment cette dimension de distance vis-à-vis des élites et à quel point on se sent proche d'eux, c'est vraiment le facteur un peu déterminant qui va expliquer l'adhésion aux fausses informations. Ça, c'est une étude assez intéressante, par exemple, de l'Institut des systèmes complexes, qui a regardé sur Twitter les gens qui partageaient des informations contre le changement climatique, donc des climato-sceptiques en France. Ils ont mappé un peu, il y avait à peu près 20 000 comptes en France qui étaient climato-sceptiques. Ensuite, il y a eu la crise de Covid-19. Et ce qui est rigolo, c'est que ces gens qui étaient climato-sceptiques, ils partageaient des informations anti-vax pendant le Covid. Ensuite, la Russie envahit l'Ukraine. Et ensuite, ils partagent de la propagande russe. Et ici, on pourrait continuer à l'infini parce qu'en fait, c'est juste des gens qui ont une défiance extrême vis-à-vis des institutions, etc. Et ils vont toujours prendre le contre-pied du discours mainstream qu'ils appellent, etc., et du discours des élites. Et du coup, s'attarder au contenu, c'est peut-être pas forcément si intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est vraiment l'attitude de ces gens et pourquoi ils les ont. Et à chaque fois qu'on voit un problème, le rejet vaccinal, le rejet de la science, la montée du populisme, il y a toujours des fausses informations. Donc on se dit, ah bah voilà, c'est à cause des fausses informations. Et moi, je pense qu'en fait, c'est un symptôme, c'est quelque chose qui est toujours là, parce que tous ces problèmes-là reflètent, par exemple, un manque de confiance envers les institutions sanitaires, envers les élites, envers les institutions démocratiques. Et moi, j'aime bien voir le problème de la mésinformation un peu comme un arbre, en se disant que ce que les gens disent, les vaccins sont mauvais, etc., c'est un peu les feuilles de l'arbre, c'est la partie visible du problème. Et donc souvent, on se dit, ah bah voilà, c'est ça le problème, donc c'est ça qu'il faut changer. Alors qu'en fait, il faut se demander, mais pourquoi il y a ces feuilles qui poussent? Pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par ces discours? Pourquoi certaines personnes partagent ces informations? Et du coup, il faut regarder les racines et s'attarder aux attitudes des gens, à leur idéologie, à tout un tas de facteurs. Et ensuite, s'atterrer aussi au terreau. Qu'est-ce qui fait que ces racines prennent forme? Et souvent, là, c'est des facteurs un peu plus complexes, comme par exemple les inégalités, la précarité, la corruption. On sait par exemple que dans les pays scandinaves, ou dans les pays où il y a plus de confiance, où il y a moins d'inégalités, moins de précarité, etc., il y a moins de croyances aux théories du complot, moins de croyances à la mésinformation, etc., que dans les pays où il y a plus de corruption, plus d'inégalités. Et donc, je pense que quand on pense au problème des fausses informations, etc., il faut avoir un peu ce point de vue systémique. Je pense qu'il y aura de la mésinformation tant que les gens ne feront pas confiance aux institutions et auront des raisons de décroire. Et donc, c'est très difficile à combattre. Il faut essayer d'adresser les raisons qui font que la mésinformation est attrayante pour certaines personnes. Et cela passe obligatoirement, je pense, par tisser un lien de confiance. Et que faire en attendant de réparer la société? Parce qu'évidemment, c'est pas facile. Je pense qu'il faut combattre les perceptions qui sont erronées, qui provoquent ou exacerbent des comportements préjudiciables, pas forcément les fausses informations en soi. Et les perceptions erronées, elles peuvent être dues à l'acceptation des fausses informations ou plus communément juste au rejet et à l'évitement des informations fiables. Et il serait plus productif de favoriser l'acceptation et la consommation d'informations fiables plutôt que de se concentrer exclusivement sur les fausses informations. Je ne sais pas s'il me reste 5 minutes. Oui. J'allais juste terminer avec une piste de conclusion sur laquelle j'ai un peu travaillé pour justement essayer un peu de promouvoir et de diffuser l'information fiable aux gens. C'est l'utilisation de chatbots. On sait que quand les gens discutent avec des experts, par exemple, de la vaccination, ils peuvent changer d'avis. C'est-à-dire qu'une discussion, par exemple, d'1 heure avec un expert de la vaccination peut vraiment faire changer d'avis les gens sur la vaccination. Sauf qu'en fait, tous les experts ne sont pas disponibles pour discuter en face à face avec tout le monde. Et donc, une chose que pourraient faire les chatbots, c'est un peu permettre de personnaliser un peu cette transmission d'informations aux gens parce qu'on sait que voilà, les experts, etc., n'ont pas le temps de le faire. Et donc, c'est un papier que j'ai fait pendant ma thèse, par exemple, où on a essayé, celui-là, c'est sur les OGM. Donc, on sait que les gens, par exemple, ont très, très peur des effets des OGM sur la santé, malgré le consensus scientifique. Donc, on a créé un chatbot qui automatisait un peu l'ensemble des questions que les gens se posaient sur les OGM. J'ai moi-même fait des entretiens avec des gens dans des... quand j'ai argumenté avec des gens, etc., pour essayer de mapper l'ensemble des raisons qui faisaient que les gens étaient sceptiques de ça. Et ensuite, on a mis ça dans un chatbot qui répliquait un peu l'argumentation humaine. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, on lui dit commençons, et ensuite, les gens peuvent choisir les craintes qu'ils ont, et ensuite, on leur répond. Et donc, ça ressemble un peu à ça. Bon, ça, c'est un argument. Donc,
vous voyez pas très bien, mais c'est juste, en gros, il y a plein d'arguments et contre-arguments possibles, mais évidemment qu'il y en a beaucoup plus que ça. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Euh, ce qu'on a trouvé, c'est que comparé à un contrôle, les gens qui ont interagi avec ce chatbot ont vraiment eu ensuite des attitudes beaucoup plus positives vis-à-vis des effets des OGM sur la santé, et donc que ça a eu un effet, et que cet effet est beaucoup plus grand que si on les avait juste exposés, par exemple, au consensus scientifique, ou si on l'avait juste exposé de manière unidirectionnelle à un message fiable. On sait que l'exposition unidirectionnelle, c'est-à-dire on vous expose à une partie d'information, ça marche, mais en fait, les gens ont souvent plein de contre-arguments qui leur viennent en tête. Et s'ils ne peuvent pas exprimer ceci, ils vont rester un peu sur leur faim en disant oh, ok, il y a ce consensus scientifique, mais bon, ça doit être biaisé, ça doit être payé par les grandes entreprises, etc. Et du coup, c'est vraiment important que les gens puissent interagir et contre-interagir, etc. Et c'est l'avantage des chatbots. On en a fait un aussi pendant le vaccin, pendant la crise du Covid-19. On a adapté ce chatbot pour répondre aux questions que les gens se posaient sur les vaccins. Et donc, ça ressemblait à ça. Pareil, c'est juste un petit chatbot avec plein d'arguments. C'était particulièrement difficile de le faire pendant le Covid parce que les connaissances scientifiques évoluaient extrêmement rapidement, ce qui était beaucoup moins difficile pour les OGM, mais pour les vaccins, c'était très difficile, mais on a plus ou moins réussi. Et ce qu'on a trouvé, encore une fois, donc il y avait un groupe contrôle, un groupe qui a dû interagir avec le chatbot, etc., c'est que les personnes qui ont interagi avec le chatbot avaient ensuite des attitudes beaucoup plus favorables vis-à-vis des vaccins et même reporter un tout petit peu, être plus volontiers de se faire vacciner. Euh, et ça, c'est une étude, par exemple, qui a été faite par mon directeur de thèse, Hugo Mercier, où ils ont testé un peu ces chatbots à l'école auprès de 8600 étudiants français. Euh, et du coup, il y avait une intervention un peu classique en classe, mais il y avait aussi une intervention avec des chatbots qu'on donnait à ces étudiants et qui les informaient un peu sur la vaccination, etc. Et ce RCT a montré que les étudiants qui ont interagi avec le chatbot avaient ensuite des attitudes plus favorables vis-à-vis des vaccins. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé auprès des enfants. Et récemment, il y a ce papier qui est sorti, et il y en a beaucoup, peut-être que vous avez vu ce type de papier, qui utilise en fait les LLM comme ChatGPT pour automatiser un peu cet échange d'arguments. Et donc, ils ont fait interagir des gens avec ChatGPT, qui a été prompté, etc., pour donner des informations sur la vaccination. Et il a augmenté à quel point les gens étaient prêts à se faire vacciner contre le vaccin HPV, le papillomavirus, et à quel point donc à quel point ils avaient des attitudes positives et à quel point ils avaient envie de se faire vacciner. Et encore une fois, c'est comparé à un contrôle, etc., qui interagissait avec le chatbot de manière non sur la vaccination. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour utiliser ce type de chatbot, pas forcément OpenAI, etc., mais pour utiliser les chatbots, et notamment l'intelligence artificielle peut aider, parce que nous, par exemple, on avait beaucoup de mal et ça nous prenait énormément de temps. Et je pense que l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider à faciliter ce processus de recherche d'informations et de tri. Et ça peut être une bonne façon, sur tout un tas de sujets, d'informer les gens, et que ce soit pas juste unilatéral, une vidéo ou un texte, mais que ce soit quelque chose où les gens puissent répondre et interagir et poser leurs craintes. Ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est que au début de la discussion, les gens disaient ah bah moi j'ai ces craintes là sur le vaccin, etc. Et donc ils exprimaient ces craintes et ensuite le chatbot en fait personnalisait tout le dialogue par rapport aux craintes initiales des participants. Et voilà, je peux vous montrer. Merci. Merci. Merci à tous les deux. À toi aussi. Qui a des questions donc, sur ces deux interventions? Et puis, Isabelle et Marie-Christine. Après Marie-Christine et après Fred et Vololona en ligne. D'accord. Alors moi, j'ai une question pour chacun des deux. Donc, je vais commencer par Paul. Quand vous disiez que les modérateurs, finalement, enfin, ce qui m'a interpellée, c'est quand vous parliez des modérateurs qui venaient de milieux sociaux qui étaient qui étaient moins avantagés et qui avaient fait des études, par exemple, scientifiques ou d'ingénieurs, etc., et qui étaient dans ce type de cercle en tant que modérateur. Et je me demandais si ce n'était pas une façon aussi pour eux d'exprimer une reconnaissance dans leur milieu, finalement, où chez eux, on les encensait peut-être beaucoup par rapport aux études qu'ils avaient faites, et du coup, ils projetaient un peu cette
c'est ce besoin de reconnaissance dans ce cercle de modération. Et c'est pour ça qu'en fait, finalement, ici, investissait peut-être plus que d'autres qui avaient fait les mêmes études. Donc ça, c'était un peu une réflexion. Et je pose ma deuxième question tout de suite, oui. Et pour Sacha, je me demandais si, en fait, finalement, l'accès à la mésinformation, enfin, ce souhait d'avoir un accès et de tomber sur de la mésinformation, c'est aussi parce que souvent, elle est formulée de manière un peu simpliste, accessible, avec des textes, des images, etc. Alors que finalement, quand vous voulez vraiment de l'information, si vous allez sur Le Monde ou si vous allez sur des médias type même France Info qui peuvent faire intervenir des spécialistes, c'est plus difficile à appréhender, il faut faire marcher un peu plus peut-être son cerveau, etc. Et finalement, ça fait le lien avec les chatbots dont vous parlez, parce que finalement, quand vous interagissez avec un chatbot, vous pouvez vous exprimer de façon simpliste, mais en même temps, vous avez quelqu'un en face qui vous répond de façon simple, mais vraie. Et je trouve que c'est intéressant d'aller sur ce type de support parce que ça peut permettre justement une forme de lutte contre la mésinformation parce que vous avez la même information qui est vraie, mais elle est exprimée de façon simple. Voilà. Alors, merci pour votre question. Je pense que je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement tous les tenants et les aboutissants de votre question, mais là, pour moi, l'important, c'est qu'en fait, il s'agit d'affirmer dans un cercle fermé, mais à la fois aussi un peu publiquement, quand même, en endossant le rôle de porte-parole de la vaccination, de porte-parole éventuellement de la science. Il s'agit d'endosser une identité qui est valorisante et qui est valorisée. Et en fait, il y a aussi, je pense, j'en ai pas parlé là, mais c'est quelque chose qu'on retrouve chez des gens qui n'ont pas fait qui n'ont pas un parcours scientifique, mais qui par contre se sont formés en autodidacte à toute une partie de ces questions. C'est qu'il y a aussi un affect il y a un affect lié à la difficulté que représentait l'acquisition de ces connaissances, l'acquisition d'un capital scientifique. Donc pour des gens qui venaient de milieux sociaux plus défavorisés, ils n'avaient pas été bercés à la science avec un grand S pendant leur enfance, et donc éventuellement ça a été, ils ont ressenti plus de difficultés, mais aussi se sont sentis émancipés de certaines choses. C'est vrai que on peut penser que la mésinformation est souvent plus simple, mais tu me corrigeras si je me trompe, mais par exemple, dans le cas de la vaccination, je crois que les arguments utilisés par les antivax utilisent quasiment tout autant, par exemple, des études scientifiques et des formes assez complexes quand même de discours. C'est-à-dire que le narratif général peut être simplifié, mais tout comme en fait le narratif pro-vaccin, par exemple, peut être simplifié. Et la plupart des gens, par exemple, qui se vaccinent, juste, ils font confiance à leurs médecins, ils font confiance aux institutions, etc. Et du coup, j'ai presque envie de dire que c'est plus simple, par exemple, d'être pro-vaccin, c'est-à-dire juste, bon, bah, je fais confiance à mon médecin, je fais confiance à ce que dit la télé, et hop, je vais me faire vacciner. Alors que anti-vax, souvent, par exemple, on vous demande même de justifier votre avis, et souvent, par exemple, si on fait intervenir dans un débat, je pense que si on prend au hasard un anti-vax et un pro-vax, l'anti-vax aura beaucoup plus d'arguments pour étayer sa position, parce que c'est une position un peu minoritaire dans le débat, et du coup, il a plein d'arguments, il sait plein de choses, alors que le pro-vax, souvent, il est juste, bon, ouais, je fais confiance, et je pense que ça, enfin, je critique pas la confiance, hein, mais je pense que c'est très bien. Et la plupart des choses que je crois et la plupart des choses qu'on croit, ça se base seulement sur la confiance. Et du coup, ce besoin de simplicité, je suis pas sûr que peut-être ça joue un petit rôle, mais je suis pas sûr que ce soit central. Mais je suis d'accord, par exemple, que les chatbots peuvent vraiment faciliter. Notamment, on sait que, par exemple, les experts, souvent, ils ont ce problème d'illusion enfin, plus on connaît des choses, plus on oublie comment les expliquer simplement, etc. Et les chatbots ont a priori moins ça, où ça va être beaucoup plus facile de leur dire ah, explique comme si j'étais un enfant, etc. Même moi, des fois, quand je parle avec les LLM, des fois c'est trop compliqué. Je leur dis juste là, je suis fatigué, fais vraiment le plus simple possible. Et ils le font très bien, alors que peut-être tous les experts ou tout le monde n'est pas aussi bon pour faire ça ou n'a pas le temps, en fait. C'est aussi une question de temps et de. Donc je suis d'accord que c'est une utilisation qui est vraiment très intéressante pour simplifier au maximum et que ce soit interactif et engageant. Parce que ça peut aussi être engageant, on peut maintenant parler avec eux, etc. Moi, souvent, je parle avec eux et je trouve que ça facilite vachement l'accès à l'information. Marie-Christine.
Oui, moi, j'ai une question très courte pour plutôt Sacha. Donc, à un moment donné, vous avez dit que finalement, et je vous crois, hein, je fais confiance là-dessus, les gens, ils distinguent quand même bien le vrai du faux, hein, en général. Et alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous avez des études qui vont essayer quand même de voir comment cela évolue avec l'utilisation de plus en plus démocratique des LLM, où on sait que l'information qui est générée, on le voit avec les images, est fausse et quand on les voit, ben, premièrement, on y croit et que c'est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux et ça va le devenir de plus en plus, à moins que non, je ne sais pas. Donc, quel est votre... et surtout les chatbots. Les chatbots, pour moi, c'est pas forcément la vérité parce que le chatbot, c'est pas un humain qui est derrière, hein. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'il y a des études là-dessus? C'est très compliqué, par exemple, même sur la question de est-ce qu'on croit aujourd'hui plus aux théories du complot qu'avant. En fait, il y a toujours eu l'âge d'or des théories du complot, et quand on essaie de le quantifier, on n'a pas l'impression que ça bouge vraiment. Et encore une fois, ça dépend plus de la demande. Est-ce qu'il y a une partie de la population qui est sceptique? Est-ce qu'il y en a qui viennent de perdre l'élection et qui cherchent une excuse, etc. Comme quand notre équipe de foot perd le match de foot, ah, bah, c'est l'arbitre, et il y a un peu de ces dynamiques-là, donc c'est assez compliqué. Euh, donc, non, honnêtement, moi, je connais pas de bonnes données qui montrent que l'utilisation des LLM. Après, il y a une distinction, je pense, entre l'utilisation des LLM quand on va, par exemple, sur ChatGPT, et je pense que il faut être très critique vis-à-vis de ces outils, mais il faut aussi avoir des benchmarks qui sont un peu réalistes. Il ne faut pas se dire que, par exemple, bon, bah, quand on parle à un humain, il est fiable à 100%. Les humains, ils ne sont pas fiables à 100%. Google n'est pas fiable à 100%. Wikipédia est extrêmement fiable, mais pas à 100% non plus. Et donc, faut quand même se dire que moi, je ne suis pas sûr que ce soit une si mauvaise chose, par exemple, que les gens interagissent plus avec ChatGPT, même pour s'informer. Je ne pense pas que ce soit que ça va réduire, par exemple, à quel point les gens croient des choses fausses. Je ne suis pas sûr. Mais on voit quand même, par exemple, des vidéos ou des images qui sont fausses et en tout cas qui ne correspondent pas à une réalité. Et, et voilà, quand même si, enfin, je sais pas, Ça, bien sûr. Mais ça j'ai l'impression que c'est un comment peu... faire la différence, quoi. Alors ça, c'est une grande question, et notamment parce que c'est très difficile aujourd'hui de dire si un contenu, par exemple, qu'on voit sur les réseaux sociaux est généré par l'intelligence artificielle ou s'il est authentique. C'est très difficile. Mais en fait, donc c'est difficile, et il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on mette en place, par exemple, des normes ou des réseaux de réputation qui font que, ah bah, si par exemple France Info partage une information fausse qui a été générée par l'intelligence artificielle, on va faire moins confiance à France Info. Et ça, c'est un peu des types de réflexes sociaux qui ont toujours existé et qu'on a utilisés pour faire face, par exemple, à l'arrivée de la photographie ou à l'arrivée d'autres formes en fait de manipulation de l'information. Parce que depuis le début de la photographie, on peut manipuler les photos, on peut enlever les gens des photos, on peut changer la teinte, on peut faire tout un tas de choses, et on a réussi à s'adapter. Et je pense qu'on peut faire de même avec les contenus générés par l'intelligence artificielle, mais ça pose plein de challenges, c'est super difficile, ça va plus vite, et il faut que les plateformes fassent des choses, il faut qu'on aide les plateformes. Enfin, c'est très compliqué, mais je pense pas que ça va être particulièrement catastrophiste, autant que, disons, que certains discours le laissent supposer, mais encore une fois, il faut qu'on s'adapte, etc. Fred. Une question très très courte. Elle concerne la décision. C'est un mot qu'on a peu entendu jusqu'à maintenant dans les présentations. Et je pense qu'on peut se demander s'il y a une différence entre les groupes qui considèrent les observations, les analyses comme un élément de l'observation générale du monde, de l'extension naturelle du savoir, versus des situations dans lesquelles l'analyse et l'observation est liée à une décision à prendre. Est-ce que dans les gens qui se répartissent dans ces deux groupes sont les mêmes, quel que soit le statut décisionnel ou pas décisionnel? Si je comprends bien votre question, la chose pour moi qui serait la plus proche de cette question-là, c'est au moment du Covid. En fait, quand on pose la question aux gens s'ils ont envie de se faire vacciner avant que le vaccin soit disponible et après que le vaccin soit disponible. En fait, est-ce que ça appelle à une décision? Est-ce que ça appelle à agir? Ou est-ce qu'on est dans cette espèce d'état des choses où en fait on est dans quelque chose de prospectif?
du coup, la trajectoire des controverses au cours du Covid rend difficile probablement de détricoter cet élément-là. Moi, j'ai l'impression que j'ai eue sur les données qu'on a eu l'occasion de consulter, et là, voilà, c'est pas un résultat, c'est vraiment une impression, c'est que quand même, y compris, il y avait des gens qui finalement appelaient plus à se faire vacciner avant la disponibilité du vaccin, parce que l'appel au vaccin était aussi une façon de critiquer la lenteur à réagir du gouvernement, des autorités sanitaires, etc., et qui ensuite ont basculé sur un mode critique. Et on a eu des cas inverses. Donc voilà, c'est difficile de détricoter toute un discours connecté à une décision ou au contraire qui reste dans une sorte de vague. Effectivement, genre, pour moi, ça change quelque chose, mais je trouve ça difficile à aborder. De ce point de vue-là, d'ailleurs, si je peux juste me permettre, je pense que c'est une notion qui est essentielle à pousser dans le cadre de l'étude du scepticisme dont vous avez parlé, c'est-à-dire comme une espèce de position de retrait qui n'arrive pas ou qui ne veut pas choisir entre les deux implications. Vololona en ligne. Oui, merci beaucoup pour vos deux exposés. Alors, j'ai une première question qui peut-être vous paraîtra un tout petit peu provocante, mais je me demandais comment est-ce que vous avez classé les informations en informations vraies versus informations fausses? C'est-à-dire, quels étaient les critères que vous avez utilisés? Et est-ce que, justement, disons, ça n'a pas un tout petit peu entre guillemets, biaiser les réponses que vos participants à vos enquêtes ont pu apporter. Et puis, j'ai une deuxième question qui porte sur la question de la confiance et la défiance, parce que, bon, il y a deux collègues américains qui s'appellent Guy Leyal et Lario qui ont dit très justement que la confiance n'est pas un mot, mais c'est un verbe, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se construit. Alors, je crois, Sacha, vous avez donné un certain nombre d'éléments justement sur la construction de la confiance, c'est-à-dire le processus qui fait qu'à un moment donné, quelqu'un ou un groupe fait confiance plutôt à telle chose ou plutôt à un autre. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'au travers de vos études, vous avez pu justement relever des mécanismes de confiance? Est-ce que ça dépend de l'expérience des personnes? Est-ce que c'est lié au fait qu'ils sont plus ou moins bien écoutés? Est-ce que c'est lié au fait qu'en fait, il y a des tiers de confiance, ouais, à qui justement on fait confiance à un certain moment de son propre parcours? Merci. Peut-être je peux prendre la question sur le vrai ou faux et peut-être la confiance. Donc c'était pas que mes études, que c'était une méta-analyse avec plein d'études et la manière dont ces études ont classé les informations comme étant vraies ou fausses, c'est très typique de cette littérature. En gros, les informations fausses ont été fact-checkées comme faux par des fact-checkers et dans la plupart des cas, elles ont été fact-checkées comme faux au moment de l'étude. C'est-à-dire que on n'a pas payé des fact-checkers en plus pour aller distinguer le vrai du faux. On est allé sur plein de sites de fact-checkers et on a regardé des informations fact-checkées comme fausses assez récemment. Et les informations vraies, c'est les informations qu'on trouve sur les sites mainstream d'information qui n'ont pas été fact-checkées comme faux. Et ça a des limites, notamment l'un des problèmes, c'est que les fact-checkers, on sait qu'ils ont des biais de sélection, ils fact-checkent pas tout, etc. Ils fact-checkent ce qu'ils pensent quand même à un peu d'importance, mais aussi ce qui est un peu viral, etc. Donc il y a des biais un peu là-dedans, mais il y a quand même des études qui ont essayé de justement payer des fact-checkers pour chaque jour, par exemple, fact-checker les informations qu'ils trouvaient sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on exposait les gens, les participants, à ces informations-là. Et ça, c'est une approche beaucoup plus écologique et qui montre, pareil, que les gens sont capables de discerner le vrai du faux, même si, encore une fois, là, les effets sont plus faibles. Et encore une fois, c'est des effets en moyenne. Donc il y a une partie de la population, il y a par exemple 15% qui n'est pas capable, il y a 20% qui est extrêmement bon et le reste qui est plutôt bon. Donc encore une fois, faut replacer ça. Voilà, c'est des moyennes. Mais voilà, c'est pas des définitions parfaites, mais c'est celle qui est utilisée dans cette littérature. Sur les questions de confiance, j'aurais tendance à dire qu'en fait, il y a deux questions à se poser. Il y a comment est-ce qu'on répond aux gens et de quoi est-ce que les gens ont besoin en fait. De quels sont quand quelqu'un vient, quand on s'adresse à quelqu'un qui
qui vraisemblablement est défiant ou hésitant vis-à-vis des technologies ou vis-à-vis des connaissances qu'on veut lui apporter. Il y a une sorte de réflexe un petit peu qui s'explique sociologiquement, mais il y a une sorte de réflexe à aller cadrer, à aller lui répondre sur le terrain de la science, à supposer qu'en fait, ce dont la personne a besoin, c'est de plus de données scientifiques, de plus de connaissances sur les sujets en question. Alors, une partie du temps, c'est vrai, ça peut être vrai, mais une partie du temps, cette approche qu'on qualifie parfois de déficit modèle, de supposer qu'en fait le problème il réside dans un déficit d'information, et ben en fait, elle va revenir à cadrer les questions de confiance, les questions de défiance sur le terrain de la science et à obliger en fait des acteurs qui ne sont pas équipés en capital scientifique à se positionner sur ce terrain-là. Et une partie du temps, ça peut provoquer des effets de façon caricaturale où en fait on va dire genre regardez, ils disent n'importe quoi, mais en fait on les a amenés sur un terrain où ils ne sont pas ce qui n'est pas leur terrain de prédilection, qui n'est pas un terrain sur lequel même éventuellement ils ont envie de se prononcer au départ. Donc la question c'est sur quoi est-ce qu'ils ont envie de se prononcer. Et ça, c'est vraiment genre c'est un élément très intéressant quand on retrace l'histoire de l'anti-vaccinalisme en général et qu'on regarde les émeutes de Montréal, qu'on regarde là même la résistance vis-à-vis de Pasteur au tout départ et qu'on essaye de faire la connexion entre à chaque fois pourquoi est-ce que les gens ont porté ces mobilisations, pourquoi est-ce que les gens ont été défiants. Et là, effectivement, on touche à tout un tas d'autres questions, des fois, c'est des questions d'écoute, des fois, c'est des questions dans le cas des émeutes de Montréal, en fait, on a une espèce de superposition de questions de langage. Il y a des conflits entre anglophones et francophones, il y a des conflits entre protestants et catholiques, il y a des conflits raciaux de nature raciale qui se superposent à cette époque-là. Et donc voilà, en fait, on déroule tout un tas de raisons qui sont les moteurs de la présence des gens sur ces terrains-là. Mais après, on peut aussi, on a évoqué la question des médecins. Il y a un article moi, que je trouve très très intéressant de Anaïs Le Breton et Hugo Touzé, et je crois que Jérémy Ward était aussi dans l'affaire, qui montre qu'en fait, par exemple, si on s'intéresse à les principaux médiateurs vis-à-vis des populations que sont les professionnels de santé, et ben en fait, on a un lien entre les conditions de travail, la perception, la satisfaction vis-à-vis des conditions de travail, la confiance dans les institutions et en définitive l'hésitation. Plus les conditions de travail sont mauvaises, plus on est défiant vis-à-vis des institutions et plus en définitive on va devenir l'expression d'une hésitation, d'un scepticisme vis-à-vis du vaccin devient l'une des façons d'exprimer cette défiance vis-à-vis des institutions. Et donc, on a des acteurs qui sont, on parle quand même des infirmières, on parle des médecins, on parle des acteurs qui sont sur le front, sur le terrain, et qui eux-mêmes, en définitive, avec l'évolution de leurs conditions de travail, sont susceptibles de se montrer plus critiques, et donc il y a un impact à ce niveau-là.